Bonjour Françoise. Bonjour Nicolas. Euh, eh bien, écoute, je suis ravi de te recevoir dans le podcast Comptoiria. Merci beaucoup d'accepter d'y participer. Et donc, Françoise, toi, tu J'aurais dû es apporter des une glaçons, en fait. Ah bah, J'aurais dû c'est vrai apporter qu'on est plein de glaçons. on est le Il fait 23 chaud. juin 2023 et c'est vrai qu'il fait quand même assez chaud. Pour ceux qui nous regardent et qui ne nous écoutent pas seulement, vous pourrez voir le bel éventail de Françoise. Et donc Françoise Nécessaire. Soulier-Vogelmann, toi tu es donc une pionnière de l'intelligence artificielle. Tu as 40 ans d'expérience pratiquement en intelligence artificielle sur les réseaux de Je fais ça neurones. depuis Le... 1922. Allez. Exactement. Ben, ce que j'ai vu en tout cas, c'est que tu faisais ça. euh, En fait, j'ai lu aussi le livre de Yann Lequin il y a quelques temps, qui est Quand la machine apprend. Et dans son bouquin, Yann parle très souvent de toi. Et en tout cas, Normal. depuis, quand il remonte à 1984. Alors moi, Tout je à suis fait. né en 1980, mais donc, en tout cas, déjà en 1984, il explique, il raconte que donc tu avais failli diriger sa thèse, mais aussi que grosso modo, ben, il t'avait accompagné un petit peu en Californie, voir les labos mythiques du Xerox Park. Les Euh, parcs, oui, et, absolument. et il parle encore aussi euh, d'un symposium fondateur qui se Aux passe ouches. aux Ouches. Aux ouches, Exactement. oui. Tout à fait. Hmm. Alors, la vérité de tout ça, c'est quoi? Donc, moi, dans ma carrière, j'ai commencé par travailler 20 ans à l'université comme professeur d'université. D'accord. Euh, et puis ensuite, je suis passée dans le privé, dans les sociétés de conseil, on va dire. À Mhm. l'université, à l'époque, on pouvait rentrer à l'université. J'avais fait l'école normale, donc je pouvais rentrer à l'université sans avoir passé de thèse. Et il y avait à l'époque, mais je te parle d'un temps, tu venais tout juste de naître. À l'époque, on pouvait passer deux sortes de thèses, ce qu'on appelait à l'époque la thèse de troisième cycle, qui est la thèse d'aujourd'hui, et on pouvait aussi passer ce qu'on appelait une thèse d'État, qui durait non pas 3 ans comme la thèse normale, mais qui durait plutôt genre 10 ans. Donc moi, je D'accord. préparais ma thèse d'État, et quand Yann est arrivé, il a rejoint mon équipe de recherche. Et au bout de quelques temps, on en a conclu que ce qu'il voulait, en fait, il ne savait pas très bien, en fait, au début, ce qu'il voulait, en Mhm. fait, c'était faire une thèse. D'accord. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, zéro problème, on va te trouver quelqu'un qui va être ton prof de thèse sur le papier. Et Ouais. moi, j'ai été son prof de thèse officieux. Voilà. D'accord. Donc, c'est moi qui l'ai emmené en Californie, en effet, chez Parc. J'étais invitée là-bas pour un été, donc il a découvert les États-Unis. Et je l'ai fait parler à plusieurs conférences, donc une qui s'est appelée Cognitiva, où D'accord. il y avait quelqu'un dans la salle qui a écouté sa présentation et qui s'est précipité vers nous à la fin. Et le quelqu'un s'appelait Jeff Hinton, Ah qu'on oui, connaît. bien Bon, sûr. voilà. Donc Bien Jeff, sûr. on a pas mal discuté avec lui à l'époque. Ensuite, il y a eu les ouches, effectivement, où Yann est allé. Mhm. Et donc, quand Yann a passé sa thèse, donc, on a écrit un certain nombre d'articles ensemble, parce qu'on a fait de la recherche, quoi. Bien sûr. Quand Yann a soutenu sa thèse, bien, j'ai invité dans le jury de la thèse en question Jeff Hinton. Mhm. Et c'est comme ça que Jeff, ensuite, a invité Yann à venir faire son postdoc chez lui. Donc, il était à Toronto, il est toujours à Oui. Toronto depuis. Donc, c'est comme ça que Yann, en fait, est parti, a quitté la France, est allé en postdoc chez Jeff Hinton, et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler avec Jeff, et je crois que ça s'est jamais vraiment arrêté, de fait. Ah Voilà. oui. Voilà Ah toute bah. l'histoire. Merci beaucoup. C'est fascinant. Mais ma question, François, c'est que donc et à l'époque, vous travailliez sur quel sujet À exactement? l'époque, on travaillait sur un sujet que je trouvais absolument génial parce qu'il n'y avait rien. C'était beau, Mhm. c'était magnifique. Personne ne savait, personne ne connaissait, le sujet n'existait pas, il n'avait pas de nom pratiquement. Mhm. Petit à petit, ça s'est appelé réseau de neurones. D'accord. Et alors, moi, dans ma thèse d'État et avec les gens de mon équipe, on travaillait sur ce qu'on appelle la dynamique d'un réseau. C'est-à-dire, tu as un réseau, il Mhm. bouge et est-ce qu'il va, il va se stabiliser. Enfin, bon, bref. Et Yann, lui, ce qui l'a intéressé, c'est pour ça qu'il est entré en thèse avec moi, en fait, c'était une idée
juste après, comment je fais pour qu'un réseau, il apprenne? Oui. Nous, on s'intéressait à un réseau, il est comme ça, et on voit ce qu'il fait. En gros, ton cerveau, Oui. il est comme ça, et voilà comment il va agir, quoi. Alors que lui, ce qui l'intéressait, c'était comment je fais pour fabriquer le cerveau, comment je fais pour fabriquer le réseau de neurones, donc comment je fais pour l'apprendre. Donc, il avait une idée d'algorithme qui s'est appelée beaucoup plus tard la rétropropagation du gradient, Oui. sauf que il n'a jamais prononcé le mot gradient, ou pratiquement jamais prononcé le mot rétropropagation. Bon, on appelait ça la bac propre à la fin, on appelait ça la bac propre. Bon. Donc, c'était la contribution de sa thèse, c'était vraiment de travailler sur cet algorithme-là. Et quand Jeff Hinton, à la conférence Cognitiva, est venu nous trouver, il nous a dit, oh là là, mais avec Rumelart, qui était un des grands piliers de la chose aux États-Unis, on avait abandonné cette idée parce que ça ne marchait pas. Et Yann l'avait fait marcher. Donc, ils sont repartis, ils sont repartis en disant, là, il faut qu'on y aille, quoi. Donc, à l'époque, on a développé tout un tas de techniques qui se sont appelées ensuite les réseaux de neurones, qui se sont appelés ensuite les réseaux convolutionnels. Tout ça, on avait, dans les années 91, 92, on avait tout ça. Est-ce qu'on peut parler aussi de connexionnisme? On appelait ça le connexionnisme aussi, de façon plus large, effectivement. Alors, c'était en fait pour faire l'opposition entre, d'une part, l'intelligence artificielle, on va dire symbolique. À l'époque, c'était les systèmes experts, les machines Lisp et tous ces machins-là, quoi, la représentation des connaissances. Et nous, on travaillait donc sur le connexionnisme, puisque dans les réseaux de neurones, ce qui est important, ce sont les connexions entre les neurones. On peut avoir des neurones extrêmement simples, avec des fonctions très simples, mais par la richesse de leurs connexions, c'est comme ça qu'elles vont, que le réseau va prendre de l'importance. Donc, à l'époque, il y a eu un mouvement de foule complètement fou qui ressemble pas mal à ce qui se passe en ce moment. Il y avait des journalistes, des articles, enfin, tout comme aujourd'hui, quelque part, parce que tout d'un coup, on a eu l'impression que les réseaux de neurones, ça allait marcher. Et en effet, ça marchait. Ce qui est extraordinaire pour moi, souvent on me dit, oh là là, mais l'IA, qu'est-ce que ça a été vite? Je dis, punaise, non, l'IA, qu'est-ce que ça a été long, quoi. On avait 191, il a fallu 30 ans pour que finalement on y arrive. Donc, à l'époque, on avait déjà beaucoup de choses, mais on n'avait pas les données. Donc, je me souviens, par exemple, de systèmes de parole qu'on a fait avec des réseaux, comme on dit aujourd'hui, des réseaux convolutionnels profonds. Alors, à l'époque, ils étaient très profonds. Je crois qu'il y avait 3 couches, d'accord. Ils étaient convolutionnels, tout à fait. On a fait des systèmes pour la parole. Et les données qu'on avait, c'est très simple. On avait pris tous les gens qui passaient dans le couloir et on les avait enregistrés avec un petit micro. Alors, tu vois ce que ça pouvait donner comme données. Bien sûr. C'était vraiment pas grand-chose. Nous, on était très fiers de nous parce qu'on avait dû avoir au moins 20 personnes qui nous avaient chacun donné 10 minutes. Mais pour l'époque, c'était fou, quoi. Et après, on a entraîné nos neurones. Et à l'époque, moi, ce que j'avais, c'était un Macintosh. Oui. Je me souviens encore du bruit de la bête qui tournait pendant une semaine, quoi. Donc, on n'avait pas les données, on n'avait pas les moyens de calcul, et c'est en boucle. Si tu n'as pas les données, tu n'as pas besoin des moyens de calcul. Mais déjà, à l'époque, on était limité un peu par les moyens de calcul. Ce qui a complètement changé entre les années 90 et l'année 2012, on pourra revenir là-dessus, pourquoi 2012 ? Attention, spoiler, 2012, il s'est passé quelque chose de vraiment important. Ce qui a vraiment changé, c'est l'arrivée massive du web. Alors, on a le web, oui, 98. Très grosse volumétrie. Le web populaire, énormément de données. Voilà, tout à fait. Énormément de données. Donc, nous, vraiment, ce qui a complètement changé entre 90 et 2012, c'est que tout d'un coup, il s'est mis à y avoir des données, mais autant qu'on en voulait. Et à partir du moment où on a beaucoup de données, alors, puisque l'algorithme de Yann de rétropropagation du gradient, c'est typiquement un algorithme itératif, je présente une donnée, je fais un calcul, je fais une modification, une deuxième, etc. Quand on a beaucoup de données, il y a beaucoup d'itérations et il faut beaucoup de temps de calcul. Donc, c'est là que tout s'est enclenché. En fait, on a eu les données, il y a eu des machines qui s'appellent les GPU, les Graphical Processing Unit de NVIDIA. Donc, merci les jeux vidéo. Absolument, tout à fait. La crypto qui viendra un peu plus tard. Ça nous a pas complètement vraiment impacté. Oui. Vraiment, ce qui nous a beaucoup impacté, c'est le web avec les données et les GPU avec les systèmes de calcul, puisque les neurones, en fait, ça fait des calculs assez simples, même très simples, des sommes pondérées, on va dire, mais ça en fait beaucoup. C'est ça la difficulté. Donc, c'est ça qui s'est passé à cette époque-là. Mais en 91, on avait tout. Donc, ne me dites pas que ça a été vite. Non, ça a pris 30 ans.
Ça a eu un avantage, c'est que pendant 30 ans, il y a des gens qui ont continué à travailler sur ces sujets. Moi, j'étais passée dans le privé, donc on travaillait moins là-dessus. Mais on a du coup pu travailler sur toutes ces applications euh, et, et, et les faire, j'allais dire les faire merder. Oui, vous m'excusez, je peux dire, les faire merder. Donc, bref, Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. on a réussi à vraiment faire toutes les bêtises possibles et imaginables dont ces systèmes étaient capables. Donc, on a vraiment entraîné tout ça, on les a utilisés, on a vu où ça se trompait, on a essayé de comprendre pourquoi ça se trompait, on a corrigé, etc. Donc, il n'y a pas eu d'avancée complètement bouleversante pendant tout ce temps-là, mais par contre, plein d'expérimentations qui ont fait qu'à partir de 2012, on avait vraiment des outils dont on savait ce qu'ils faisaient, dont on comprenait plus ou moins ce qu'ils faisaient quand même, la compréhension est toujours un petit problème, et il y avait des gens qui étaient des maîtres enfin, maîtrisant complètement ces technos-là. Et Yann et son équipe, l'équipe de Jeff Hinton, le gars qui, en 2012, donc, a gagné la fameuse compétition d'identification d'objets sur une énorme base de données. Ce gars-là, c'est une bête au point de vue informatique. C'est de l'informatique pure et dure, quoi. C'est vraiment d'écrire des codes efficaces, de les optimiser, enfin voilà, c'est de l'informatique de très haute volée, et il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent ça encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir raison comme ça pendant 30 ans, 40 ans, avant tout le monde et tout seul? Pas tout à fait toute seule quand même. Parce non, je caricature, excuse-moi Françoise. C'était un peu ça, mais enfin à l'époque… Alors ce que je veux dire, est-ce que tu savais, tu te doutais qu'à un moment ou à un autre, il y aurait des applications extraordinaires qui découleraient de ces sujets sur lesquels tu travaillais depuis le début? Ben oui, c'était évident. Moi, c'était évident que ces trucs-là marchaient. J'ai quitté l'université en 91, 12, je sais plus. J'ai monté une start-up pour faire des applications dans l'industrie. Et les applications qu'on faisait, elles marchaient. Mais on était toujours confrontés. Alors, on avait une application en particulier de reconnaissance de visage sur des scènes. On avait immédiatement des problématiques sur la volumétrie des données. Donc, on savait que ça marchait, la techno. On savait aussi qu'on avait un très gros problème de données. Voilà, c'est comme ça que ça s'est posé. Moi, j'ai longtemps dit, on n'a pas de problème de temps de calcul. Et c'était vrai, on n'avait pas les données. Donc, il n'y avait pas de problème de temps de calcul. Donc, à partir du moment, par contre, où on a eu des données vraiment avec le web, alors là, les choses ont changé. Là, la règle du jeu a complètement changé. Donc, moi, je me suis mise à faire des choses plus machine learning classique, on va dire, donc des scores, des choses comme ça, dans la relation client, dans tous ces sujets-là. Et j'ai laissé tomber pas mal les réseaux de neurones, même si j'étais complètement persuadée que ces machins-là marchaient. Le gros défaut de l'époque, qui a changé aujourd'hui, le gros défaut de l'époque, en plus de tout ce dont j'ai parlé, c'est que pour faire marcher un réseau de neurones, bon, typiquement, j'étais prof, tu prends un problème avec un réseau de neurones, tu le donnes à un étudiant A, le même, tu le donnes à un étudiant B, même modèle, même données, même tout, et tu lui dis hardi petit. Ben, il y en a un, ça va marcher, et l'autre, ça va désastreux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il fallait qu'on code complètement le réseau de neurones. Donc, c'était vraiment un talent d'informaticien, un talent de développeur informatique de coder le réseau de neurones. Et donc, ce qui a changé entre 1991-92, où on utilisait une librairie qui avait été développée d'ailleurs par Yann et un de ses collègues, Léon Boutou, un autre de mes thésards, on utilisait cette librairie-là, et c'était la force de mon groupe. On avait un outil de développement. Sinon, il fallait tout développer à la mano. Et donc, il fallait des talents d'informaticiens vraiment massifs. Ce qui a changé pendant 20 ans, en gros, c'est qu'il y a eu de plus en plus de librairies open source qui sont devenues disponibles. Scikit-learn, PyTorch, tous ces machins-là, ça a changé complètement la donne. Ça a fait que n'importe qui, je mets des guillemets, mais pas tant que ça, n'importe qui peut se mettre à faire ces choses-là. À l'époque, c'était très, très difficile. Mais donc, ce que tu dis, c'est qu'on a eu les données, on a eu les moyens GPU, de calcul, les moyens de calcul, mais on a eu aussi une révolution, enfin beaucoup de progrès en tout cas dans le langage informatique pour permettre de pas le langage faire tourner informatique, tout ça. Dans la mise à disposition
de librairies open source. Si tu veux, le mouvement open source s'est vraiment développé à cette époque-là. Oui. Il y a beaucoup, par exemple, Scikit-learn, tu connais certainement l'histoire, hein, les gens, Gaël Varrocchio, Alexandre Grandfort, etc., faisaient leurs recherches, comme moi, mon équipe avant, et ils avaient besoin d'outils. Donc moi, dans mon équipe, c'était Yann avec Léon qui avait développé SN, ça s'appelait, qui était écrit en Lisp, hein, faut le voir quand même. Oui. Donc le langage, on s'en fiche un peu, mais c'était un outil de développement. Gaël avec Alexandre et ses petits camarades, ils avaient besoin d'outils pour faire leurs recherches. Ils ont développé ils ont commencé à développer une librairie qui ensuite ils ont mis en open source, qui est devenue Scikit-learn. Et ça tue complètement. C'est-à-dire la mise à disposition d'outils software corrigés constamment mis à jour, constamment améliorés. C'est un accélérateur qui est absolument fondamental. Il y a les 3 pattes, quoi. Il y a la patte donnée, la patte calcul et la patte software. Et sans ça, eh ben, on est comme on était à l'époque. Pour faire un réseau de neurones, l'entraîner et faire que ça marche, tu as l'étudiant A qui fait, mais du feu de Dieu, il a des résultats fulminants, et l'étudiant B, nul, ça donne rien, ça marche pas. Non, professeur, ça marche pas. Oh là là, comment il faut entendre ça. Voilà. C'est ça le problème, quoi. Ah, parfait, Françoise. Et alors, donc, tu nous disais tout à l'heure, donc, et en 2012, alors, qu'est-ce qui se passe? Et ben, en 2012, c'est ça que je l'ai déjà dit un petit peu. En 2012, alors en 2012, non, tous les ans, il y avait une conférence qui s'appelle ImageNet, si je ne m'abuse. Oui. Et cette conférence qu'ils avaient fait, ils avaient petit à petit constitué une très grosse base de données d'images. Et la base de données était mise à disposition, donc open source, elle aussi. Et la conférence consistait chaque année, tout le monde se réunissait et chacun apportait ses algorithmes les plus malins pour reconnaître les objets dans les images de la base. Oui. Chaque année, il y avait un algorithme qui faisait un p poilième de plus. Allez, il faisait 0,5% de mieux que l'année d'avant. Magnifique. En 2012, donc Jeff Hinton avec son étudiant, dont j'ai oublié le nom parce que c'est un nom compliqué à prononcer. Bref, son étudiant, ils sont arrivés avec un algorithme qui a fait plus 10% de performance. Au lieu d'un demi, on faisait plus 10. Donc tout le monde a dit quoi? D'accord? Donc tout le monde a compris. À l'époque, il n'y avait absolument aucun algorithme de réseau de neurones dans la compétition. L'année d'après, tout le monde avait des algorithmes de réseau de neurones. Point. C'est ça la révolution. Donc de ce jour-là, on a compris, donc Jeff a fait ça sur l'image, et puis il y a eu une autre conférence aussi sur la parole, où pareil, il a fait un carton du même genre. Donc tous les gens se sont dit, quoi? Là, il y a une technique, vraiment, ça fonctionne. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que l'étudiant de Jeff, c'était une bête, littéralement, c'était un champion de chez champion, quoi. Il faut des informaticiens en béton dans ces trucs-là, sinon ça ne marche pas. Mais c'était pas Yoshua Bengio ni Ilya Sutskever, là. Me demande pas les noms, tu veux que je fouille? Ah, oui. Non, mais je vois très, je vois très bien. ImageNet en 2012, voilà, ça a fait plouf, quoi. Vraiment. Mais est-ce que à ce moment-là, ImageNet 2012, il y avait en fait encore donc Jeff Hinton qui était sur cette approche réseau neuronaux, et est-ce que pour avoir le même résultat, tu avais des gens qui travaillaient sur des systèmes experts de l'autre côté? Oui, alors non. Il y a toujours eu des gens qui ont continué à travailler sur les systèmes experts ou les systèmes à base de connaissances, comme on dit. Le web sémantique, tous ces machins-là, enfin, ça, on a été très, très fort en France pour ça. Par contre, il y avait quelques équipes en France et aux États-Unis qui ont continué à travailler sur les réseaux de neurones, en particulier Yoshua Bengio, qui était un autre postdoc de Jeff. Donc, Yann et lui ont travaillé ensemble chez Jeff. Yoshua ensuite a candidaté pour avoir un poste à Montréal. Il a obtenu un poste de prof là. Et là, l'organisme qui s'appelle, je crois, le CEMIA, enfin un organisme du Canada, a décidé d'accorder un financement pour les recherches sur les réseaux de neurones. Et donc, ces 3 larrons-là, ils ont continué à travailler tout ce temps-là sur les réseaux de neurones, alimentés par le Canada et le projet de recherche du Canada. Pendant ce temps-là, il y avait eu un laboratoire extrêmement performant, donc c'était des copains à moi, en fait, au Bell Labs. On était tout à fait en contact. Il y avait beaucoup de contacts entre les États-Unis et la France à l'époque. Donc les Bell Labs, avec Larry Jackel, avaient constitué un labo de recherche vraiment pointu sur les réseaux de neurones, vraiment remarquable.
dans lequel Yann est arrivé ensuite, puis Léon Bautou, puis Yoshua Bengio. Enfin bref, c'était un petit monde, quoi. Mais ce petit monde-là a continué à travailler. Moi, ensuite, je suis partie dans d'autres activités. Ça s'est quand même beaucoup resserré, hein, pendant Oui. l'hiver dont on a parlé, on va dire entre 2000 et 2010, il ne s'est pas passé grand-chose, quoi. Oui. Et alors, et donc pour toi, Françoise, aujourd'hui, donc ChatGPT, Midjourney, donc et donc ChatGPT depuis le 30 novembre 2022. Tu as vu ça comme une révolution ou tu as vu ça vraiment comme un continuum depuis les modèles Non. GPT, tout ça? Alors, d'abord, premièrement, ce n'est pas une révolution du point de vue scientifique. D'accord. Du point de vue scientifique, l'IA qu'on a exploitée de 2012 à 2022, c'est ce que j'ai raconté avant, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'IA prédictive, toutes les choses qu'on a fait dans les années 85 à 95, pour le dire vite, quoi. Donc ça, c'est l'IA prédictive qui a été déployée entre 2012 et 2022. En 2017, il y a un article qui est sorti de Google, Attention is all you need, qui a en fait apporté un petit truc en plus dans une architecture de réseau de neurones pour que cette architecture réseau de neurones soit efficace dans les modèles de traitement de texte, on va dire. Les transformers. C'est ce qu'on a appelé les transformers, en effet. Et ces transformers-là, alors ça a fait une espèce de révolution scientifique, c'est-à-dire que de la même façon que les gens de la compétition ImageNet, entre l'année 2012 et l'année d'après, ils ont tous basculé sur le réseau de neurones. Cet article-là a fait que derrière cet article, tout le monde s'est mis à sortir des modèles de langage basés sur une architecture à base de transformers. Et aujourd'hui, faire un modèle de langage pas sur des transformers, on dit quoi? Vous faites quoi là, juste, ça va pas. De la même façon que quelqu'un qui fait de l'image et qui n'utilise pas un réseau de convolution, ça va pas la tête. Donc voilà. Donc ça a été une révolution scientifique, mais voyez bien la chose, quoi. C'était il y a 5 ans, 6 ans grand max. Donc alors que l'autre techno, elle était bien maturée, bien testée, bien validée, bien blablabla, les transformers, ça colle encore, c'est pas sec. Ça a 5-6 ans. Bien et sûr. en 5-6 ans, on s'est mis à développer des dizaines, peut-être même des centaines de LLM basés là-dessus. Donc ça a été très très vite à partir de ce moment-là. Mais ça fait encore plein d'erreurs, ça a plein d'effets bizarroïdes qu'on n'arrive pas à maîtriser. Enfin voilà, quoi. Donc là, tu parles des hallucinations, par exemple. Des hallucinations, de toutes les problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui avec ces outils-là. On sait que ces outils-là. D'accord. Non, mais merci beaucoup, parce que quand on le remet comme ça dans le contexte historique et tout, on comprend très bien en effet que c'est pas une révolution scientifique, mais donc c'est une révolution produit. Enfin, on parle en tout cas sur ChatGPT, il y a la gratuité, il y a le fait que ça soit accessible aussi très facilement par le chatbot, donc usage au plus grand nombre. Et enfin, il y a le RLHF. Oui, c'est le reinforcement learning, je dirais. Bon, d'accord, ça c'est un truc technologique. Moi, je pense que la vraie révolution, pour le coup, de ChatGPT, c'est que c'est la première fois qu'on prend un outil d'IA assez sophistiqué avec une interface extrêmement simple que n'importe qui peut s'en servir. Aujourd'hui, on peut faire un module pour faire du scoring, on peut faire un module de recommandation sur Amazon, on peut faire toutes ces choses-là, mais ça, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui va l'utiliser. Là, c'est la première fois que Monsieur Tout-le-monde, on lui dit, tiens, joue avec, c'est de l'IA, tu peux jouer avec. Avant, c'est Coco, il va falloir que tu codes. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Ça change un peu. Donc, c'est ça la révolution pour moi. C'est le truc super intelligent, c'est d'avoir mis en place, en fait, une interface. Et les Américains sont très forts pour ça, ce qu'on ne sait pas très bien faire en France. C'est une interface simple, conviviale, agréable, sympathique. Alors, il y a derrière, effectivement, le reinforcement learning pour entraîner la bête. Oui, mais le reinforcement learning, c'est pas nouveau. Hein. Qui est-ce qui a gagné contre le champion du monde de Go? C'est le reinforcement learning. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas une révolution. La révolution, pour moi, c'est l'interface. C'est fulminant d'avoir réussi à faire ça.
Oui, tout à fait. Et je t'avoue que je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, avant, tu vois, c'est quelque chose qui m'intéressait, ces progrès dans l'intelligence artificielle, on ne pouvait pas y accéder. Et là, maintenant, ben, c'est démocratique, tout le monde peut y accéder et c'est extraordinaire. Et, Ouais, ça peut faire très mal, c'est ça le problème. ah ben, bien sûr, ben, on va en parler. Si on ne Mais sait pas alors, s'en servir. petite question Françoise, c'est une question traditionnelle que je pose dans chaque épisode, et j'en ai déjà fait 27, mais donc, est-ce que ChatGPT a passé selon toi le test de Turing? Je crois que la réponse est oui, je ne saurais pas te donner la référence. D'accord. Soyons clairs, ChatGPT, il est. Alors, je crois que c'est l'article de GPT-4 sur Oui, GPT-4 de OpenAI, mais le moteur de langage qui est sous ChatGPT, puisque ChatGPT, c'est en gros une interface qui est posée sur un modèle de langage. oui. D'accord? Donc, cette interface, c'est ça le coup de génie. Les modèles de langage, il y en a eu une centaine en 5 ans. Donc, GPT-4, on lui a fait passer tous les examens de la planète, donc une Bien sûr. cinquantaine, soixantaine d'examens. Et Oui. on voit que ChatGPT, il a des résultats équivalents aux meilleurs humains sur tous les examens. Oui. Quel est l'individu, l'homme sur la planète, qui est capable de passer tous les examens de la planète? Il n'y en a pas. Ça Il n'y en a n'existe pas. pas. Donc, ChatGPT déjà, ou GPT-4, il est meilleur que n'importe quel être humain. Ça, c'est absolument clair. Est-ce qu'il y a le test de Turing dedans? Je crois que oui. Moi, j'aurais tendance à penser alors, si moi j'interagis avec ChatGPT, moi qui suis, alors moi comme exemple de quelqu'un qui sait à peu près comment ça marche, qui sait à peu près comment il faut poser les questions, qui sait à peu près les bêtises que ce machin est capable de faire, probablement qu'il ne passera pas le test. Mais un utilisateur lambda, sans problème. Sans Oui, problème. bien sûr, bien sûr. Non, mais tout à fait. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. C'est ça le truc. Non, mais c'est pour ça que je pose la question, parce que chacun a un peu son interprétation et le test de Turing est plus forcément valable. Mais ta réponse me va très bien, parce que, en effet, si je le fais passer à ma mère, personnellement, elle ne fera pas forcément la différence. Tu vois. Bah oui. Euh, Moi, si et tu veux, donc, tu regardes un texte généré par ChatGPT, il n'y a pas une seule faute d'orthographe. Quoi? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça. Donc, Mais alors ça c'est la réponse, c'était une réponse que me faisait Laurent Alexandre, qui me disait que justement comme c'était trop parfait en fait, si tu veux, sur on l'orthographe, rajoute des fautes. on finissait par détecter que c'était pas un être humain. Alors, Mais il y a l'évidence, les fautes d'orthographe. Donc, du coup, il y en a certains qui rajoutent des fautes d'orthographe à ce qui a été généré par ChatGPT. OK. Il y a l'étape juste après, un peu plus intelligente. oui. Tu regardes le français, tu prends tous les mots du français et tu comptes disons, dans l'ensemble de tous les textes de la planète en français, admettons que ça existe, tu comptes pour chaque mot combien de fois il a été utilisé. Donc, tu as le mot le plus fréquent, le deuxième plus fréquent, etc., etc., etc. Tu vas t'apercevoir qu'un individu qui a un peu d'éducance, comme on dit, va avoir tendance à utiliser des mots un peu par là, vers la fin, là, c'est-à-dire des mots pas très, très fréquents, mais qui ont un sens très fin et qui apportent vraiment de la valeur dans le discours. Alors que ChatGPT, lui, non. Il prend les trucs là complètement à gauche, les mots les plus Ah oui. fréquents, les plus banaux, les plus standards, les plus. Voilà. Parce que Hmm, c'est un outil statistique. Le truc le plus fréquent, pour lui, c'est le meilleur. Voilà. C'est comme bien ça qu'il sûr. est. Et alors, tu me disais que, donc, et je partage, enfin, c'est évident, donc ChatGPT passe tous les examens mieux que n'importe Oui, quel ah oui. être humain. Euh, est-ce que tu penses que donc on peut parler d'intelligence artificielle générale Non, non, ça n'a rien à si voir. ça a un sens pour toi? Mais je suis Non, très. alors d'abord, non, 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 non. Il n'y a pas d'intelligence artificielle générale, ça c'est certain. Il n'y a pas d'intelligence, déjà. Et alors Premièrement. tel que certains la définissent, ce serait donc une intelligence artificielle qui est meilleure que l'être humain dans tous les Surtout, domaines et qui n'est pas surtout. donc spécifique et limitée à un domaine, donc narrow ou étroite, quoi. Ouais, Mais donc donc, on n'en toi, est comment pas est-ce du que tout tu vois là. ça? On Ouais, n'en est ouais. pas du tout là. On a des systèmes qui sont pas intelligents déjà. C'est-à-dire que
ChatGPT est capable de faire des erreurs, mais qu'un enfant de 5 ans verrait tout de suite, quoi. Voilà. Donc, ça n'est pas un système intelligent, c'est comme je disais, un système qui utilise la statistique. Qu'est-ce qu'il faut te donner comme phrase? Le mot le plus fréquent, le plus probable, le mot qui le plus probablement devrait arriver. Oui, mais non, des fois, ce mot-là, c'est justement pas ça qu'il faut. Or, comme il n'a pas de sens commun, comme il n'a pas l'intelligence, comme rien du tout, c'est quelqu'un qui fait des probas, c'est rien d'autre, ChatGPT. Et quelqu'un qui fait des probas, il peut dire des grosses bêtises. Et il dit des grosses bêtises. Donc, pas intelligent, et certainement pas intelligence générale. Intelligence générale, ça veut dire quelque chose qui serait capable de comprendre le langage, comprendre la parole, comprendre tout ça, de faire la tarte tatin aussi bien que moi, de nager, etc. Alors Yann Lequin, par exemple, dit on ne pourra jamais atteindre l'intelligence avec des systèmes comme ça, parce que pour atteindre l'intelligence, il faut de l'interaction perceptive. Il faut sentir, il faut toucher, il faut voir, il faut, etc. Et ces systèmes-là n'ont pas ce niveau de perception. Et donc, c'est impossible qu'ils deviennent intelligents, c'est impossible qu'ils attirent le sens commun. C'est pour ça que Kant travaille beaucoup sur des modèles plus proches de ce que fait le cerveau. Moi, je dis, OK, fine, so what, j'attends la preuve. Moi, pour l'instant, il n'y a pas de preuve de ça. En tous les cas, l'IA générale, il n'y en a pas. L'intelligence artificielle au sens propre du terme, comme on dirait l'intelligence naturelle. Il y a de l'intelligence naturelle, nous en sommes la preuve. L'intelligence artificielle, tous ces trucs-là sont la preuve qu'il n'y en a pas. Oui. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Écoute, merci beaucoup pour ta réponse. Et donc, est-ce que c'est lié? Enfin, qu'est-ce que tu penses du moratoire, tu sais, qu'il y avait eu par Future of Life et du texte des 22 mots, là, récemment, qui a été un petit peu signé par tous les chercheurs et les personnalités de l'intelligence artificielle. Je crois que Yann Lequin, justement, n'a pas signé ces documents, mais peut-être parce que, justement, comme tu viens de le dire, parce qu'il considère que c'est pas encore dangereux, que ce n'est pas dangereux et qu'on n'est pas encore à ce niveau, en fait, c'est ça? Je pense qu'il y a deux questions là-dedans. Il y a est-ce que c'est dangereux, numéro un, et deuxièmement, est-ce qu'on peut arrêter? Je considère qu'on ne peut pas arrêter. C'est impossible d'arrêter. C'est-à-dire, si on dit. Alors, tu as raison sur le moratoire. Sur le moratoire, c'était tout à fait ça, Françoise. Stopper les travaux pendant 6 mois sur des modèles avec des performances supérieures à GPT-4. Sachant que Monsieur Elon Musk disait il faut tout arrêter, et pendant ce temps-là, il crée une société, il embauchait les meilleurs du domaine pour développer sa propre solution. Donc, on rigole. Il a acheté 40 000 GPU. Voilà. Donc, on ne peut pas arrêter, ça c'est absolument clair. Par contre, ce qu'on doit faire, absolument, on doit encadrer, on doit réguler, on ne doit, par exemple, on peut se poser la question de cette fameuse propriété de tous ces braves gens qui ont pris toutes les données du web, y compris celles protégées par copyright, par IP, etc., et qui ont fait leur modèle basé là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté dans nos sociétés. Alors les Japonais, par contre, on dit, on a le droit. Oui, tout à fait. Nous, on pense que non. Donc je pense qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas encadrer complètement non plus. La recherche, ça ne s'encadre pas complètement non plus. Il faut avoir une certaine liberté de réfléchir et de travailler. Par contre, si on met en face des utilisateurs des applications, il faut qu'il y ait de la régulation, il faut que ce soit contrôlé, je le pense. Alors, c'est très dangereux parce que ça peut tuer l'innovation, ça peut ralentir l'innovation, ça peut tout ce qu'on voudra, mais le fameux AI Act de la Commission sur lequel tout le monde tape avec énergie, c'est malheureusement nécessaire. Le problème, c'est comment le faire sans que ce soit trop nocif. Il y a besoin donc, oui, cet AI Act avec une approche par les risques, et ensuite un AI Act au niveau qui entrera en vigueur au niveau européen, mais avec d'autres pays
ce soit à proximité comme l'Angleterre ou le UK qui pourrait faire une forme de dumping un peu là-dessus en ne régulant pas, et les États-Unis aussi avec un cadre plus souple et qui viendrait plus des entreprises, donc moins de contraintes dans ces deux cas. Bah, le problème, c'est que l'AI Act, il dit vous faites ce que vous voulez à l'extérieur, les États-Unis, l'Angleterre, vous faites comme ça vous fait plaisir. Par contre, si vous voulez mettre votre produit sur le marché européen, non. Là, vous êtes régulé. Donc, vous faites comme vous voulez à la maison, mais dès que vous voulez rentrer sur notre marché, bah, on a nos règles à nous. Et moi, j'ai tendance à penser, quand on voit ce qui s'est passé sur RGPD, tout le monde a hurlé que c'était un pur scandale. Et en fait, derrière ça interroge tout un tas d'autres pays qui se mettent eux aussi à rentrer dans une régulation. Pour RGPD, c'était la protection des données personnelles. Et pour les AIAC, bah, c'est la régulation. Il y a maintenant, à la Maison-Blanche, pareil, des régulations qui se mettent en place. Il y aura des régulations, forcément. Parce que c'est pas possible sinon, quoi. Donc, c'est tous les enjeux. Bien sûr. Bien Par exemple, est-ce que vous avez le droit de vous insérer dans des processus électoraux? Non. Pas possible, quoi. Enfin, voilà, on a des non, mais bien sûr, bien sûr. Et tu as raison, c'est un très bon exemple. Il y a plein d'exemples aussi sur les intelligences artificielles prohibées, dangereuses, le scoring social, qui nuisent à nos droits fondamentaux. Donc je suis tout à fait d'accord. Et après, par contre, tu le disais aussi, on parle aussi de la question des copyrights avec ça. Mais c'est ce que je disais, oui. Fournir un petit peu d'où des sources pour savoir comment ont été entraînés les modèles, parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a plein d'artistes, plein de créateurs à qui on n'a vraiment pas du tout demandé leur avis. Bah, on a pillé. En gros, la façon dont ces modèles ont été entraînés, c'est je scrape tout le web, je prends tout, je fais ma sauce et on verra après ce qui se passera. Donc, c'est vraiment la méthode western, quoi. Hein. Ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'accepter ça. Par exemple, GPT-4, donc celui qui est sous ChatGPT aujourd'hui, GPT-4, il ne dit même pas les sources qu'il a utilisées, du tout. Oui. Donc, une des demandes qui est en ce moment en cours de discussion dans le cadre de l'AI Act, concernant les foundation models, donc en particulier les modèles de langage, c'est que ces systèmes donnent des descriptions très détaillées des sources de données qu'ils ont utilisées et donc pas de données protégées par le copyright. Enfin, sinon, il n'y a pas de copyright. À quoi ça sert le copyright? Alors, je ne comprends pas, moi. Et alors, c'est vrai. Et Sam Altman a dit qu'il trouvait que c'était peut-être un petit peu trop compliqué à mettre en œuvre lors de son tour en Europe. Oui, c'est compliqué. Un peu. J'aurais voulu avoir un petit peu aussi ton point de vue, Françoise, sur l'impact de ces technologies au niveau sociétal, un petit peu sur l'éducation et sur l'emploi. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, c'est des choses très, très différentes. Peut-être on va prendre le plus facile, c'est l'éducation, j'ai envie de dire. D'accord. Alors, je reprends l'exemple de tout à l'heure, dans l'article d'OpenAI sur GPT-4, la figure qui montre tous les examens que GPT-4 a passés et son niveau par rapport aux humains. Moi, je dis que si une non-intelligence artificielle est capable d'obtenir des résultats équivalents aux humains, c'est qu'il y a un problème dans les examens. J'ai été professeur à l'université autrefois et j'ai toujours considéré qu'un examen qui teste uniquement le perroquettage dans ton truc par cœur et tu le recraches, ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça. Enfin, après la table de multiplication qu'il faut sans doute connaître par cœur, après ça, en fait, c'est pas ça qu'on veut tester. Donc, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on teste dans un examen? Et je trouve intéressant que GPT-4, en l'occurrence, pour moi, en tous les cas, interroge fortement les professeurs qui doivent se dire « Diable, c'est pas possible ce truc ». Donc, les QCM, un QCM, c'est idiot, un QCM. Quoi. Effectivement, chaque GPT va réussir. C'est bête. Comme mieux que nous. Qu'est-ce qu'on veut tester quand on veut étudiant? On veut tester qu'un étudiant, il a compris
le sujet du cours, qu'il a compris comment on peut l'utiliser, qu'il a compris comment il peut s'en servir pour faire quelque chose, comment il peut s'en servir pour innover, pour produire, Voilà, c'est ça qu'on veut vraiment. Donc moi, personnellement, j'ai toujours eu tendance à donner à mes étudiants des projets. Voilà le problème, vas-y. Plutôt que raconte-moi le cours par cœur, quoi, parce que ça, j'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est ça, moi, ce que je vois dans l'éducation, c'est posez-vous la question de ce que vous essayez de tester chez vos étudiants dans l'examen. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT dans C'est super intéressant. Première façon, c'est super intéressant. Je peux demander à ChatGPT, et moi, c'est comme ça que je m'en sers souvent. ChatGPT, moi, j'ai des questions. Est-ce que tu pourrais me rappeler les différentes techniques qui ont été utilisées au cours du temps pour faire blablabla? Je vais apprendre. Je vais l'utiliser comme un support pour apprendre. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux poser mes questions à moi, personnalisées, il va me répondre personnalisé à moi, je peux creuser, itérer, etc. Donc, je trouve que la relation d'apprenant avec un chat GPT, c'est souvent plus facile pour un gamin que d'apprendre de son papa, où ça se passe en général de façon assez dure, on va le dire. D'accord? Donc, c'est une bonne façon d'apprendre souvent, d'apprendre d'un outil comme ça. Ça permet aussi… Bill Gates a dit que dans 18 mois, nos enfants, et moi j'ai des enfants de 3 ans et 1 an, que d'ici 18 mois, nos enfants apprendraient à lire avec ChatGPT ou un de ses successeurs, parce qu'ils seraient dotés d'une patience infinie et sur mesure aussi. Oui, et l'impression aussi, mais c'est quand on est prof d'informatique, on sait ça, c'est qu'un étudiant, quand on lui pose des questions de maths, il n'est pas très chaud, mais quand on met aux manettes à programmer et qu'il voit le résultat du truc tout de suite en interaction quelque part, eh bien en fait, c'est beaucoup plus facile pour un étudiant. Un étudiant, il fera volontiers de l'informatique parce qu'il est en interaction avec quelque chose qui lui montre immédiatement qu'il peut obtenir quelque chose. Donc quand je parle avec ChatGPT, c'est fun, quoi. Il n'y a pas de doute, c'est fun. J'apprends des choses. Il y a des trucs que je ne sais pas, je lui repose la question. Voilà, donc oui, donc je suis entièrement d'accord avec Bill Gates. Maintenant, il y a d'autres usages aussi, je pense. Je pense par exemple qu'une des questions qui vont se poser assez vite, c'est comment je fais pour juger que quelque chose qu'on me fournit, c'est du lard ou c'est du cochon, c'est du fake ou c'est du vrai. Donc, quelque part, le sens critique. Donc, quand je demande quelque chose à ChatGPT, il me ferait une réponse. On sait tous que cette réponse, elle peut être fausse, factuellement. Il peut y avoir des erreurs de logique, il peut y avoir des erreurs de calcul. Il ne sait pas compter. ChatGPT, il est nul en calcul. Vraiment, il n'est pas bon. Hein. Donc, voilà, il y a plein de fautes possibles. Donc, je pense que travailler sur l'esprit critique, c'est-à-dire, voilà un texte généré par ChatGPT, est-ce que vous pouvez l'analyser du point de vue de la justesse? Est-ce que vous pouvez l'analyser du point de vue de la complétude? Est-ce que vous pouvez l'analyser sur la façon dont il a exprimé les idées? Enfin, il y a plein de choses, plein de sujets à faire. Je crois que c'est Sciences Po qui avait commencé par dire interdit d'utiliser ce truc-là. Puis en fait, ils sont venus en arrière. Dans des situations pédagogiques particulières et bien définies, c'est un outil magique, c'est magnifique. Oui, il y aura plein d'outils comme ça, je pense. Non, c'est génial. Et je disais, au final, c'est ce que je trouve incroyable, c'est que ça nous fait nous poser des questions. Ça nous fait nous poser des questions sur l'intelligence, des questions sur la conscience, des questions sur l'éducation, parce que je partage tout à fait ce que tu as dit. Surtout ça, oui. Le par cœur, le perroquet, au final, ça ne sert à rien. Il y a certainement une meilleure manière d'apprendre et de comprendre. Et on peut tout à fait envisager, comme tu viens de le dire aussi, d'apprendre à interpréter ChatGPT, de faire du commentaire composé sur ChatGPT en essayant de comprendre un petit peu ses limites et pourquoi il nous a sorti cette réponse et à quel point est-ce qu'elle va être vraie ou pas. Et rien que ça, c'est déjà un bel exercice, quoi. Alors, tu m'avais posé aussi, je pense vraiment qu'il y a de l'avenir pour ChatGPT dans l'éducation. Tu m'avais posé aussi une question sur l'emploi, et ça, je pense que c'est une question vraiment importante parce que c'est une crainte très, très prégnante, en fait, auprès des gens. Moi, par exemple, j'ai fait un exposé récemment, et à la sortie, il y a deux personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, bon, si je comprends bien, mon job, il va disparaître, quoi. Donc, les gens pensent vraiment que leur job va disparaître avec l'arrivée de ChatGPT.
Et il y a des articles qui disent 3 millions, 30 millions, 50 millions, autant de millions que tu voudras de jobs vont disparaître. Ça, je pense que c'est vraiment très faux. Ce qui est très vrai, par contre, c'est que beaucoup de tâches vont disparaître parce qu'elles seront automatisées et qu'elles seront faites par ChatGPT. Donc, c'est les tâches qui vont être remplacées par ChatGPT. Et donc, les personnes qui avaient autrefois, dans l'ensemble de leurs tâches, certaines de celles-là qui vont être automatisées, ce qu'ils vont devoir faire absolument, c'est comprendre, comment ce machin-là marche pour pouvoir travailler avec. Ils vont devoir apprendre à travailler avec. Je dis souvent d'une façon très caricaturale, ce n'est pas ChatGPT qui va prendre votre emploi, c'est quelqu'un qui sait travailler avec ChatGPT qui va prendre votre emploi. Et ça, c'est évident. Si vous ne savez pas travailler avec ces outils-là, c'est pas bon du tout. Oui. Non, tout. Je disais que ta réponse m'allait très bien parce que grosso modo, c'est l'étude d'OpenAI sur l'emploi qui dit surtout que ce qu'ils imaginent, c'est que c'est 80% des emplois qui vont être impactés à hauteur de 10%, en fait. Voilà, donc on parle en fait de tâches. Ça va dépendre des emplois. Tu vois, il y a des emplois qui seront plus impactés que d'autres, sans doute. Mais clairement, ce qu'il faut vraiment apprendre, c'est à travailler avec l'IA. L'IA génératif ou l'IA normale, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. En fait, le point est le même. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et moi, quand je rencontre des gens au pouvoir, hein, au gouvernement, je leur dis formez. Il faut que tout le monde apprenne. Et ça, c'est pas facile. Ça veut dire former à l'école, former au lycée. Et dans toutes les entreprises, ça veut dire la formation continue. Il faut que tous les gens qui sont en poste, on leur apprenne à utiliser ce truc-là. Et ce n'est pas forcément complètement simple à faire. Je vois très bien et je fais des formations là-dessus. Il y a plein de cas qu'on ne connaît pas. Je pense que même moi, jusqu'à récemment, tu vois, j'utilisais à chaque fois une nouvelle fenêtre de chat dans le chat GPT sans plutôt enrichir mon prompt pour aller plus loin, tu vois, ce qui est un sans usage itérer, déjà comme on dit, oui. sans itérer et ce qui change déjà beaucoup de choses. Ah, ça change tout, oui, ça change voilà. tout. Alors, j'aimerais te poser une autre question, Françoise, encore. C'est un peu la question de l'assistant personnel. Est-ce que tu vois donc cette IA générative, ChatGPT, devenir un petit peu pour nous un assistant personnel? Donc, bon, on a parlé de l'apprentissage, de l'éducation, mais un peu, tu vois, dans toutes nos interactions aussi au quotidien. Dans notre vie, sur Internet, sur nos achats, sur notre relation avec des médecins. Est-ce que tu vois ça aller dans ce sens-là? Ça, je pense que ça va dépendre complètement des gens, probablement de leur âge, de leur éducation, de leur culture, voilà. Moi, personnellement, Siri, Alexa, tous ces machins-là, jamais. Ça me gonfle complètement. Ouais. Donc ça m'intéresse pas. Par contre, j'utilise tous les jours Bing avec ChatGPT dessous pour des tâches bien particulières. Donc, je l'utilise très volontiers, mais quelque chose qui connaisse tout de moi et qui m'enferme dans ma propre bulle, non merci. Non merci. On dit souvent, les recommandations sur Amazon, par exemple, ça a un gros inconvénient, c'est que ça va systématiquement... T'as vu, par malheur, t'as vu un film de science-fiction une fois, t'es foutu, ad vitam aeternam, on va te recommander des films de science-fiction. Donc, non, moi, je ne veux pas d'un assistant. Du tout. Un concierge, hein, c'est ce qu'on appelle un concierge. Oui, tout à fait. Un majordome, un concierge. Ouais, non. Moi, je ne suis pas client de ça. Mais ça dépend vraiment des gens. Bien sûr. Je voudrais te poser une question aussi. Alors, par exemple, si je peux continuer, laisse-moi continuer là-dessus. Par contre, j'ai quelqu'un avec qui je suis en relation sur LinkedIn, comme on est en relation aujourd'hui. Lui, il a fait un truc très intéressant. Il a fait un système qui scanne tout ce qui sort tous les jours, partout sur le web, hein, et qui lui fait une liste de trucs à lire. Et après, gentiment, il les poste sur LinkedIn. Ça me plaît. Ça, je trouve ça très bien. Parce qu'il a des intérêts qui sont les miens, sinon il ne serait pas dans mon réseau. Et il me remonte tous les trucs qui m'intéressent. Merci, monsieur. Ça, oui.
Donc, un assistant universel et global sur toutes les tâches de la vie, non merci. Par contre, sur des tâches bien particulières, oui. Moi, Siri, par exemple, je n'utilise pas parce que je ne vois pas l'intérêt, quoi. Je vois très bien, c'est un exemple très intéressant. Est-ce que pour toi, les LLM tels qu'ils sont peuvent nous conduire à des grandes découvertes prochainement, notamment dans d'autres domaines scientifiques sur lesquels Ouais, ils peuvent aider la recherche? ouais. On dit, mais alors là, il y a deux réponses à ce que tu viens de demander. Là, j'ai vraiment très chaud sous cette serre. Je suis désolée, donc je m'évente. On dit que, par exemple, il commence à y avoir des utilisations de ces modèles pour découvrir des nouvelles molécules en pharmacie. Donc, Tout il à fait. semblerait qu'on puisse découvrir des choses nouvelles. Moi, je trouve ça étonnant parce que par construction, les LLM, ils ne savent rien que les trucs sur lesquels on les a entraînés, sur les données sur lesquelles on les a entraînés. Donc, s'il n'y a pas déjà dans les données sur lesquelles on les a entraînés le truc nouveau, je ne vois pas bien. Mais d'autres disent, et alors là, c'est très mystérieux pour moi, d'aucuns disent que à partir d'un certain volume, forcément très grand, de données sur lesquelles on entraîne, alors il y a des propriétés émergentes. Oui, oui, ça c'est passionnant, C'est passionnant. quoi une propriété émergente? Personne n'a été capable de me la définir. Dommage. Alors la propriété émergente, c'est quelque chose, c'est une propriété à laquelle on ne s'attend pas, en tout cas qui n'est pas prévue. Et c'est par exemple, tu vois, des cellules qui vont s'agglomérer entre elles et finir par créer un muscle avec, tu vois, un mécanisme physique Ouais. On qu'elle dit, n'avait pas indépendamment, tu vois, précédemment. Et on n'aurait pas pu on n'avait pas prévu que ça ferait ça. on a un certain nombre d'exemples donc de choses qui ont été découvertes. Là, récemment, j'ai vu passer un écofad un peu absconce, un nouvel algorithme de calcul complètement génial, très rapide, blablabla, qui a été fabriqué par une version de ça pour le code. Donc, je pense qu'il doit pouvoir y avoir des découvertes. Personnellement, je ne comprends pas le mécanisme pour avoir des choses nouvelles qui sortiraient de ça. Je ne comprends pas. Propriété Ouais. émergente, pour moi, ça me paraît, ça veut rien dire. Et Mmh. pourquoi est-ce que ça n'apparaîtrait que à partir d'un certain niveau de données? Ce qui serait Ouais. très inquiétant parce que ça voudrait dire que automatiquement on est maudit, quoi. On sera obligé d'utiliser des très gros modèles, de Bien détruire sûr. la planète, de dire comme ça. Hein. Ouais, oui, tu as raison, c'est la question du scaling, en effet, de ces Voilà. modèles. Oui. Bah voilà. Euh, alors, écoute, Françoise, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je ne te pose pas la question du livre ou du film de science-fiction parce que je respecte là-dessus tes goûts Mon privés. livre, alors je ne répondrai pas au film, mais sur le livre, Mais je te laisse en échange la liberté de soit faire passer un message, soit nous donner un livre, un autre livre, si tu veux. non, moi je viens d'une génération peut-être de vieilles dames, n'est-ce pas, où j'ai passé ma vie à lire. Et je dois dire que j'ai lu des milliers de livres peut-être. Et plus j'en lis, et plus je suis heureuse. Donc voilà, une journée où j'ai pas lu, j'ai pas besoin qu'on me dise que mon objectif de lecture est de 3,4 minutes. Non, je m'en tape de ça. Moi, je lis pour mon bonheur et pour mon plaisir. Donc, plus je lis, plus je suis contente. Voilà, j'en lis Bien sûr. plein. En ce moment, depuis quelques Lisez. temps, je lis un livre qui s'appelle Toutes les histoires de crimes sur Apple. Il y a 100 000 pages. Je ne suis pas au bout encore. Waouh. Ça va venir. Ça va venir un jour. Donc, il ne faut jamais s'arrêter de lire. Voilà. Et je pense que ChatGPT, il a bien compris le truc. Il lit tout. Absolument tout. Carrément. Merci, Nicolas. Merci beaucoup, François. J'étais ravi de te recevoir. Merci beaucoup. Et Merci. je te dis à bientôt. À bientôt. Salut, Au Françoise. revoir. Au revoir.